Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes, Alfred Chango, Camille Sari ainsi que Nadia Lamarbi. Place à présent au dossier du jour. L'authenticité du textile artisanal africain représente aujourd'hui une réalité et les artisans locaux. L'authenticité du textile artisanal africain représente aujourd'hui une réalité. Les artisans locaux comme les tailleurs, les brodeurs ou encore les teinturiers ont chaque jour à leur actif des créations qui attirent les touristes, des commerçants qui font face à la concurrence des grandes industries du textile et au manque de financement. Un reportage de Mohamed Lamine Solano et Franck Noudofinin, nos correspondants en Guinée et en Mauritanie. Au Mali, au Bénin, en Guinée et dans de nombreux pays en Afrique, le textile artisanal a un poids important. Les motifs, les couleurs, les textures ainsi que les créations faites à la main ont bien souvent attiré les regards des touristes et de simples amateurs de la mode. Ces créateurs restent le plus souvent anonymes. Ils sont brodeurs, tisserands, tailleurs ou encore teinturiers. Ils ont choisi de faire de leur métier une passion au service de la beauté africaine. Même s'il est vrai que les moyens pour donner un sens à cette passion ne sont pas toujours disponibles, tout le monde reste unanime sur le fait que le travail effectué par ces artisans est primordial pour faire valoir les potentialités du continent dans le domaine du textile. Dans l'un des quartiers populaires de Nouakchott, la capitale mauritanienne, ce midi, Maman Diango Diagana travaille avec des membres de sa famille. Un travail qui consiste à transformer de simples tissus en de véritables objets d'art où textures, motifs et couleurs se marient pour donner un résultat éclatant. Maman Diango travaille aujourd'hui avec sa sœur aînée et quelques-unes de ses nièces. La teinturerie ici est une histoire de famille. La teinture, c'est un métier qu'on a hérité de nos arrière-grands-parents jusqu'à nous. Ce n'est pas un métier qu'on vient de l'apprendre maintenant. C'est notre gagne-pain aujourd'hui. Mais maintenant, elle n'est plus à la portée seulement de Soniké. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Elle est à la portée de tout le monde. Dans les cours des maisons et parfois dans des lieux bien plus austères, les teinturières de la ville de Nouakchott donnent de la texture et de la couleur au textile africain. L'histoire de la famille Diagana est comme celle de beaucoup d'autres à Nouakchott. Malgré les difficultés rencontrées, c'est l'amour porté par ces femmes à la teinturerie qui leur permet d'avancer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, nous. On a commencé depuis les années 76-75 jusqu'à nos jours. Je peux même vous sortir notre statut. Mais rien n'est fait à notre égard, nous personnellement. Le métier de teinturière pour ces femmes est certes une passion, mais ce n'est pas sans compter certaines difficultés. Pour Mama Diango et sa famille, le principal problème reste l'approvisionnement en eau. On passe toute la journée à acheter, à payer les fûts. Nous payons les fûts, 300 le fût. Et on utilise 5 à 6 barils par jour, à raison de 300 ouguiya. Les métiers du textile artisanal sont aussi riches que variés. La broderie, le tissage, le tricotage ou encore la couture sont autant de métiers exercés par de braves hommes et femmes pour permettre à l'art africain de garder toute son authenticité. Non loin de la Mauritanie, en Guinée, l'artisanat local en matière de textile a fait son chemin. La promotion du textile guinéen est aujourd'hui au cœur des préoccupations des acteurs de la mode et du stylisme qui privilégient la mise en commun de leurs efforts. Nous, on s'est dit que notre textile est vraiment délaissé et nous, en tant que stylistes, mon groupement a choisi de faire la promotion du textile guinéen. Donc, depuis 2013, nous avons commencé ce combat. Nous avons fait une première édition d'un défilé de mode dénommé Guessé. Lors des grands défilés de mode au niveau africain et même à l'international, les tissus mis en valeur ne viennent pas que des grandes boutiques ou des maisons réputées de fabrication de textiles. Mais ils viennent parfois de lieux modestes comme ici au quartier Sogojimka, dans la banlieue de Nouakchott. Des tissus fabriqués à la main avec un savoir-faire qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Mais s'il est vrai que la qualité de ces produits reste bien souvent appréciée, c'est également une réalité que les conditions de vie et de travail de ces artisans ne sont pas des plus nobles. Ils doivent sans cesse faire face à la concurrence des grandes industries étrangères de fabrication de textiles qui mettent sur le marché à des prix réduits
des produits dont la qualité n'est pas la même que ceux fabriqués au niveau local. Ces industries, on en a toujours parlé. Ma grande sœur là qui est là assise, les gens prennent leurs motifs qu'elles font, les attachent, la couture, la cire, ils envoient ça en Chine, on le reproduit sur les voiles. On vient, on le vend au prix auquel nous on ne le vend pas. Donc avec cette industrie, on n'est pas dédommagé. Produire du textile au niveau local est une chose, arriver à écouler la production en est une autre. Faute de moyens financiers suffisants, beaucoup préfèrent souvent acheter les tissus contrefaits, souvent en provenance de Chine et d'ailleurs, au détriment des produits fabriqués au niveau local. Le pouvoir d'achat guinéen est très faible et nous ne pouvons pas nous comparer à ceux qui sont à l'extérieur, au niveau prix, au niveau matériel même. Nous n'avons pas de matériel, souvent on est obligé d'aller dans la friperie. Et alors qu'on a besoin d'un centre d'achat que nous sommes en train, avec le groupement, nous sommes en train de faire petit à petit et mettre ces centrales d'achat en marche. Parce que là, c'est pour cela qu'on s'est regroupé et pour faire un groupement de stylistes. Et cela, c'est pour non seulement remédier à tous ces problèmes que nous avons, les problèmes d'ouvriers, parce que nous n'avons pas des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aucune école de couture en Guinée. À ce jour, 93 corps de métiers constituent le secteur artisanal en Guinée. Organisés en groupements, unions ou encore associations, les professionnels du secteur artisanal ont du mal à mettre en valeur leurs talents. La difficulté principale pour chacun des corps de métier reste le manque de financement. Malgré l'opportunité de l'accès au microcrédit, plusieurs préfèrent s'organiser autrement. Les taux d'intérêt élevés de ces crédits freinent souvent les ardeurs. C'est le taux qui est un peu cher, 2%. Avec le 2%, c'est un peu difficile de faire ce remboursement-là. Tu dois te nourrir tes enfants, tous nos problèmes, c'est dans cette teinture-là. Donc nous préférons vraiment cotiser et rassembler cette cotisation pour faire la teinture et la saponification. En Guinée, l'artisanat occupe plus de 500 000 emplois et contribuerait à hauteur de 48% du PIB. En 2013, le gouvernement s'est fixé pour objectif de construire des villages artisanaux dans 3 régions du pays. Ce projet prévoyait également la réalisation d'un centre de formation pilote à Conakry. En Bogolan, en indigo ou fait de toute autre technique artisanale, le textile africain a bien une identité. Elle représente même le reflet d'une démarche de création et de consommation citoyenne. Les perspectives de cette démarche identitaire résident dans la vulgarisation et la mise à disposition de mécanismes encourageant le consommer local. Alfred, quels sont les points qui ont attiré votre attention dans ce reportage ? Déjà, la beauté de ces modèles qui défilent dans les tenues africaines, ça c'est fabuleux. Il y a le port du vêtement et puis la mise en évidence, en tout cas, elles portent très bien et puis voilà, elles expriment. Et puis le deuxième point qui me touche, c'est effectivement ces difficultés qu'on rencontre tous les artisans de la mode, du fait effectivement non seulement de taux de prêts d'intérêt très élevés, mais surtout du manque justement de moyens pour valoriser alors le travail artisanal, la teinturerie, la saponification, etc., par rapport aux mastodontes. Le troisième point qui me frappe, c'est aussi le fait que, là on a vu par exemple ce styliste modéliste travailler avec des machines d'il y a une certaine époque, alors qu'aujourd'hui il y a des machines électriques qui font plus vite et mieux que ces vieilles machines-là, donc il y a effectivement toute une série de choses qui doivent être d'abord réglées. Et puis enfin, ce qu'a rappelé je crois une dame, c'est-à-dire le regroupement des artisans. On parle ici de mutualisation, mais c'est ça aussi, le regroupement de tous ces corps de métier pour pouvoir faire face justement aux charges qui sont lourdes et puis à la concurrence internationale qui est là par rapport à la production du vêtement lui-même et puis à la qualité pour être compétitif sur ce marché-là. Nadia, est-ce que certains métiers de l'artisanat sont clairement en voie de disparition ? C'est difficile à le dire de cette manière-là, en tout cas. Parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte de cycle
que parfois certains métiers disparaissent puis réapparaissent. En fait, on voit bien, par exemple, étant un peu, comment dire, intéressé par la chose, de toute façon, les belles choses auront toujours de l'avenir. Par exemple, les belles broderies seront toujours prisées. Ces dames qu'on voit défiler, là. Exactement. Donc, en fait, les clientes, il y aura toujours une clientèle pour les belles choses, pour les beaux tissus, pour les beaux motifs, pour le travail fait main. Il y aura toujours, de toute manière, on a l'impression, en fait, que avec le temps et le changement de mode, les choses deviennent moins bien travaillées, mais c'est faux. Il y aura toujours une clientèle pour de la broderie faite à la main, pour la couture avec du matériau noble, avec la création sur le design. Donc, je n'inquiète pas. Je ne pense pas que le métier puisse mourir. Mais vous avez parlé de cycle. Est-ce que ça peut permettre à ces personnes, au final, de vivre de leur passion? En fait, justement, dans ce reportage, on a bien vu qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Pas seulement en termes de financement ou quoi, mais déjà en méthode de travail. On voit bien que les procédures de travail ne sont pas tout à fait entre guillemets les bonnes, de manière à s'ouvrir à un marché plus grand. Ça reste encore du bricolage. Les gens font ça dans leur cours. Ils utilisent des produits qui sont peut-être très toxiques pour leur propre santé. Il y a eu beaucoup par exemple sur la teinturerie, il y a eu beaucoup justement de modifications qui ont été faites sur les pigments, parce qu'on a vu que certains pigments et produits chimiques qui étaient utilisés pour fixer les colorants étaient nocifs pour la santé et pour la peau et pour les poumons. Donc il y a beaucoup de choses à faire en fait. On peut pas sincèrement, je suis pas convaincue qu'il faille entretenir les gens dans ce type d'activité-là, en fait, de cette manière-là, ce type de process-là. Le travail n'est pas fait pour tuer, combien même ce soit c'est une passion. Il faut quand même à un moment qu'on remette un petit peu de régulation dans le système, qu'on empêche justement, qu'on favorise en tout cas une meilleure utilisation des produits, une meilleure procédure pour que les gens ne meurent pas de leur activité. Et maintenant, si ce n'est sur la teinturerie, parce qu'il y a d'autres choses, la saponification par exemple, qui se fait encore de manière très traditionnelle, se prête justement à ce côté un peu bricolage. Ça reste une activité artisanale pour des petites quantités. Mais alors vous parlez justement de bricolage. Camille, comment voyez-vous cette concurrence entre ces artisans locaux qui doivent faire face aux grandes industries, Ben justement, moi, j'observe beaucoup la façon de travailler, surtout au Mali, et je vois dans le quartier, la Zedi, la Mdalaï, comment les femmes travaillent. C'est seulement des femmes travaillent. Je rejoins ce qu'a dit Nadia sur les conditions difficiles. Moi, je pense que la collectivité, je parle de la commune, même de l'État, a tout intérêt à construire des abris, c'est pas grand-chose, à construire peut-être des locaux, mais quand je dis des locaux, c'est pas des locaux dans le sens, je dirais, sophistiqué, qui coûtent cher, au moins pour permettre à ces femmes de travailler, je dirais, dans des bonnes conditions, des conditions sanitaires, etc. Mais je rajoute, ça peut être même intéressant pour le touriste, ça peut être, et ça se fait dans beaucoup de pays, que ça se fait au Maroc par exemple, à Fès, ça fait partie des lieux à visiter. C'est-à-dire qu'on va rentabiliser, on est dans ces femmes, c'est-à-dire il y a une dépense, on va dépenser, l'État dépense, ou la collectivité, mais en même temps, il rentabilise par l'afflux touristique, ça devient, je dirais, on observe, parce que moi je le fais à titre individuel en passant, en traversant la rue, mais ça peut être organisé. Et je rajoute aussi un autre fait, c'est le matériel. Nous avons, ça je l'ai proposé quand on a parlé de relations, je dirais sud-sud, il y a beaucoup d'industries textiles qui ont crevé suite à l'invasion de produits chinois au Maroc et en Tunisie. Et la Tunisie, par exemple, la production textile a beaucoup diminué, le Maroc, pareil. Donc il y a des machines, il y a des appareils qui sont robustes, c'est-à-dire qui ne servent à rien. Il ne faut pas hésiter à acheter du matériel d'occasion. Et je connais des sociétés qui sont spécialisées dans du matériel d'occasion, qui le vendent un peu partout, surtout dans des pays en voie de développement. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a des pays qui ont des coûts de main-d'œuvre très élevés, donc ils ont besoin de robotiser, mais il y a des pays qui ont une main-d'œuvre
comme en Afrique, pas cher. Donc c'est très bien qu'il y ait des machines adaptées. Et ça, c'est tout à fait possible. Il faut qu'on trouve les moyens de rationaliser tout ça. Mais il y a le problème de finition. Personnellement, j'ai acheté beaucoup de vêtements, mais les boutons, ils tombent. Il y a énormément de finition. Je pense que je n'achèterai pas une deuxième fois. Quand je parle de moi, je me mets à la place de tous les consommateurs, de tous les consommateurs potentiels. On est tout à fait d'accord, mais ça, c'est ivoirien. Ce que j'ai sur moi, c'est ivoirien. C'est la très grande qualité, donc c'est pas pour faire la publicité aux Ivoiriens. J'aime la Côte d'Ivoire, mais bon, c'est ivoirien, donc c'est très bien. La beauté a un prix de toute façon, ça nous le savons. Les froufrous, ça durera toujours, on aime bien. Bon, mais effectivement, il faut améliorer les conditions de travail. Ça, c'est primordial. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit. On a entendu quelqu'un dans le reportage, hein, le styliste modéliste guinéen, dire « il n'y a pas de formation ». Ça aussi, c'est l'envers du décor. Donc, il faut qu'il y ait quand même des centres de création, de formation à ces métiers de la mode, hein, à ces métiers du stylisme, modélisme. Donc, c'est tout cela qu'il faut mettre en place. Et alors, naturellement, les États peuvent mettre les moyens à disposition de tous ces créateurs, tout comme les privés peuvent financer, comme ici, on sait que c'est des grands groupes qui tiennent justement toutes ces grandes maisons de mode. Donc, il y a là des possibilités aussi. Doit rester l'artisanat. En fait, à mon sens, il n'y a pas de concurrence. Mais quel est l'avenir de l'artisanat, Nadia, dans un monde qui va mondialiser, qui va très vite? Regardons ce qui se passe ailleurs. Ouais. C'est deux choses différentes. Oui, l'artisanat, ça reste du bel ouvrage. L'artisanat, c'est des pièces... il y aura toujours une clientèle. C'est des pièces qui sont faites à la main. C'est le principe même de l'artisanat. Autrement dit, pour les touristes, sinon, c'est l'industrie. Mais l'artisanat et l'industrie, c'est deux choses différentes. Il faut les deux. Il faut les deux, mais elles ne sont pas en concurrence. Elles sont sur deux niches différentes. Il y en a une qui est sur du haut de gamme, qui est fait à la main, qui prend le temps. Et justement, c'est pour ça qu'il faut... L'artisanat doit être précis. Le bel artisanat, c'est un ouvrage qui est en général dans le temps et dans la précision, qui est un peu plus cher, c'est vrai, qu'un produit en série. Mais c'est le principe. Alors que l'industrialisation reste... Pour moi, l'artisanat, ça reste pour touristes. Non. C'est un vrai marché. C'est un vrai marché qui n'est pas en concurrence avec l'industrie. C'est deux choses bien distinctes. On confond. Le vendredi, par exemple, à Bamako, vous allez voir comment des hommes et des femmes s'habillent avec la tenue traditionnelle. Là, et c'est très joli. Et c'est fait main de façon artisanale. Il y a énormément, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a un marché. Le fait main et l'industrialisé. Il y a un marché, mais je peux dire que le travail qui est fait, c'est un travail très dur et méticuleux qui est aux dépens de la santé c'est essentiellement, encore une fois, des femmes qui le font, mais il faut vraiment de ce point de vue. Par contre, j'ai vu aussi des petits ateliers au centre de Bamako, des ateliers où là, il y aurait vraiment un transfert, c'est-à-dire une formation nécessaire, un transfert de savoir-faire, une association privée-privée. Et je termine, nous avons besoin d'entrepreneurs africains qui créent de la création. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans des activités immobilières, dans des activités d'import-export, mais nous manquons de vrais entrepreneurs qui peuvent s'associer et créer quelque chose, parce qu'il y a des produits d'artisanat qui sont devenus des produits de grande industrie. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. L'Union africaine réunie en sommet ce jeudi à Malabo, en Guinée équatoriale. Les chefs d'État et de gouvernement ont appelé à la mobilisation face à la progression des groupes armés. D'autres points devraient être évoqués comme le successeur d'Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis le président Abdel Fattah al-Sisi a pris part au sommet de l'Union africaine ce jeudi. Il se félicite de la réintégration de l'Égypte au sein de l'institution panafricaine et souhaite retrouver un rôle de premier plan dans les affaires du continent. Nous marquons une dernière pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.